spécialement de Russie pour vous, parce qu'il paraît que c'est le bazar, qu'il y a une pétition, que l'épreuve de terminale S était compliquée, qu'il y avait des trucs hors programme ou je sais pas quoi. Bon bref, donc du coup j'ai fait un aller-retour de Russie là, vous comprenez, parce qu'il y a la Coupe du Monde du foot, pour commenter ce putain de sujet de terminale S, qui était somme toute sans difficulté, d'accord? Alors j'explique, l'exo-M. Dans l'exo-M, c'est un peu le bazar, il y a le drapeau, les fonctions. Alors les fonctions, c'était un sujet classique sans difficulté. La question 1, c'était juste de la compréhension d'énoncé, donc c'est traduire la problématique, donc faisable par un élève de 3e. La question 2, il y avait du 2A. Le 2A, il fallait vérifier l'expression de f de x, il suffisait de développer. Donc on est en version pareil, 3e. Je suis très sérieux, hein, la question 1 et la 2A est faisable par une 3e. La petit b, c'était un calcul de limite sans problème, du coup, qui a été mâché, puisqu'on vous faisait mettre sous la bonne forme au 2A pour après calculer la limite. Donc aucune difficulté, pas de forme indéterminée. La question 3, il fallait calculer la dérivée, bon, aucune difficulté. La question B, il fallait montrer que l'équation revenait à e de x au carré, blablabla. Donc il y avait juste une mise au même dénominateur à faire, de niveau collège, donc, hein, d'accord. Et on tombait sur une équation avec un changement de variable, d'accord. Une équation avec un changement de variable qui est un exercice déjà vu en première S, qu'on revoit aussi en terminale S, donc un classique. Et en plus, l'exercice là est mâché, puisqu'on vous dit, oui, on va poser que grand X égale E de X. Évidemment que si on ne le disait pas, il fallait faire ça. Il fallait faire ça. Donc un exercice mâché, sans difficulté. La question 4, on donne le tableau de signes de la dérivée, il faut en dresser les variations. Bon, ben, évidemment, c'est immédiat. Le petit b, f de x égale 0, on met une seule solution, c'est le TBI. Donc pareil, c'est un classique, il n'y a rien de compliqué. Alors la 5e question, là, ça a pu gêner certains, mais il n'y a aucune difficulté, d'accord? C'est-à-dire que l'exercice 5, c'est l'algo sur la dichotomie, d'accord? Qui est un exercice classique à savoir faire, ça faisait partie des révisions, qui d'ailleurs étaient déjà tombées dans les annales précédentes, donc aucune surprise, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci pour faire le 5A et le 5B, qui est de la dichotomie classique qui permet d'encadrer alpha, et donc ici en l'occurrence, je crois à 0,1 près, ou je ne sais plus. Oui, tant que b-1 est supérieur à 0,1, donc ça me permet d'encadrer à 0,1 près la valeur de alpha. Quant à la 6e question, bon ben là c'est une application, d'accord, une application, dont l'élève qui n'est pas capable de capter que l'équation qui est donnée correspond à celle de la question que je ne dise pas de conneries moi, de la question petit 2, en fait c'est f de x égale 0, hein, c'est la même chose, mais avec petit x qui est égal à t sur 39. Et évidemment, une valeur qui annule cette fonction, on l'a déjà calculée, c'est alpha. D'accord? Voilà, donc ça permet de trouver t, qui est égal à 39 alpha. Alors là, il fallait juste lire l'énoncé, mais l'énoncé il était en français, il n'était pas en uruguayen. Ça, c'est pour vendredi, ça sera en uruguayen. Donc attention, il fallait faire 2 fois t. Là, il fallait encadrer 2 fois t. Okay, donc voilà, donc un exercice de fonction très classique, très facile, avec aucune difficulté. Hein, aucune difficulté. Donc ça, c'est pour l'exercice 1. Je reviens. Autre. Il me fallait pour effacer. Et oui, parce que l'autre, il sert à tenir ma casquette de l'équipe de France. L'exercice 2, c'est sur les probas. D'accord? Alors sur les probas, il n'y a aucune difficulté, on passe vite. On passe vite la partie A avec 1A, B, 2, 3. 1A, B, 2 et 3, qui est du niveau STMG. D'accord? Donc la partie A, c'est un classique, aucune difficulté, même pas on en parle. La partie B, la question 1, celui qui ne reconnaît pas la binomiale, ben, il faut qu'il arrête tout, il faut qu'il aille en STAPS. Je pense que c'est le seul avenir qui lui est possible. Et dans la deuxième question, ben, il y a les calculs de probabilité de la bino, il n'y a aucune difficulté. Donc là, il faut quand même au 2A mettre au moins la formule, d'accord? Après, on fait la machine au pied. Par contre, pour la 2B, il fallait utiliser la machine à calculer, c'était obligatoire, hein, puisqu'il fallait quand même déterminer la probabilité qu'au moins la moitié, hein, c'est-à-dire qu'on veut que x soit supérieur ou égal à 20,
Hein, d'accord? Donc il fallait faire 1 moins inférieur, et donc après on le faisait avec la machine à calculer. Hein, d'accord? Voilà, et la question 3, c'est le théorème de Moivre-Laplace, mais tout est indiqué clairement, on vous pose le changement de variable, enfin, vraiment il ne se passe rien, complètement rien dans cet exercice. Peut-être rappeler les conditions d'application avec n supérieur à 30, etc. Et voilà, on arrive à la probabilité sans difficulté. Donc on a déjà avec ces deux premiers exercices classiques sans difficulté 10 points, c'est-à-dire qu'on a la moyenne, hein, d'accord? On a la moyenne, hein, donc ceux qui engagent des pétitions pour rien du tout, là, je peux arrêter les conneries, quoi, hein, d'accord? Troisième exercice, l'espace, commun à tous les candidats. Alors cet exercice, il est un peu, peut-être un peu atypique, mais tout est clairement indiqué, donc voilà, donc on vous demande, on travaille sur les hauteurs d'un tétraèdre, d'accord? Le mot concurrente, c'est un mot qu'on voit au collège, donc c'est pas une nouveauté, hein, d'accord? Il n'y a rien qui est hors programme. Et après, on vous indique ce que c'est qu'une hauteur pour les mecs qui ne soient pas allés en 5e. Alors c'est vrai qu'en 5e, on fait la hauteur, on est dans le plan en 5e, donc évidemment c'est à droite, sommet, côté opposé. Alors, et dans l'espace, évidemment, dans l'espace, dans un tétraèdre, la hauteur c'est sommet, plan opposé. Cela dit, ça se voit en 3e. Donc en fait, il rappelle la définition d'une hauteur qui est vue en 3e. Voilà, donc c'est le niveau de la terminaliste. Donc la question 1A, celui qui ne la fait pas, voilà, il faut qu'il fasse aussi STAPS ou de CAP menuiserie. C'est immédiat. Le 1B, les 4 hauteurs sont-elles concurrentes? C'est pareil, c'est immédiat. Donc c'est-à-dire que si le gars il ne comprend pas que dans un cube, là, voilà, donc là on a un cube. Donc EA c'était la première hauteur, d'accord, et CB c'était la deuxième hauteur. On voit bien que ces deux droites là ne sont pas coplanaires, d'accord, elles ne sont pas dans le même plan, donc évidemment elles ne sont pas séquentes, donc les hauteurs ne sont pas concurrentes, c'est immédiat, hein, d'accord, c'est immédiat. Le 2, alors le 2 on avait coordonnées, ouais, mes stylos ne marchaient pas bien parce que comme je suis allé en Russie, j'ai pas eu le temps d'en acheter, donc on a un repère orthonormé, donc qui dit repère dit coordonnées. Voilà, donc vérifier que l'équation du plan est blablabla, question classique déjà vue dans les annales, il suffit de remplacer par les coordonnées de points, en vérifiant quand même que les points ne soient pas alignés, en déduire que FD est une hauteur du tétraèdre, donc bien sûr il fallait capter ça, hein. Donc on avait un plan. D'accord? Et pour montrer que c'était une hauteur, donc là il y avait F et là il y avait D, d'accord? Et c'était ACH, bon on s'en fout, il y avait un tétraèdre, voilà, ça n'a aucune importance. Donc à partir du moment où on avait l'équation du plan, on avait accès au vecteur normal et il fallait regarder la collinéarité avec le vecteur FD. Donc une question classique, là on est dans le classique. Voilà, donc par analogie, il fallait trouver les hauteurs du tétraèdre ACHF issu de ACH, alors pareil c'était immédiat, bien sûr. Et là, ce qu'on remarquait au petit c, c'est que ces fameuses hauteurs, c'était les diagos, les grandes diagonales du cube qui étaient données dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on disait qu'elles étaient concurrentes. Voilà pourquoi elles sont concurrentes. Donc il y avait un peu d'observation, quoi, d'accord? Enfin, bon, c'est la base de la science que de savoir observer. Ensuite, dans la partie B, donc en fait, une partie A fait... ah, la casquette qui s'est foutue dans l'air. Une partie A qui est somme toute assez simple. Bon, je ne sais pas si elle va tenir, ça sera plus grave. Bon, elle ne tient pas, c'est pas grave. Je la mets là. Une partie B assez classique aussi, mine de rien. Enfin, bizarrement posée, mais où il y a 3 fois la même question. Un petit A, petit B, petit 2, donc il y a 3 questions, et c'est 3 fois le même théorème, Paul de Cupré, d'accord? Donc justifier que PQ est orthogonal à MEK, ok, donc on sait que dans l'énoncé, voilà, on nous dit que MEK est orthogonal à MPQ, d'accord? MEK est orthogonal à MPQ, et on a appris que toute droite orthogonale à un plan est orthogonale à toute droite du plan. C'est pour ça que MEK est orthogonal à PQ, hein, d'accord? Et on ferait pareil avec PQ et MEK. Que peut-on déduire de la question précédente relative à la droite PQ par rapport au plan MNK? C'est que c'est une hauteur, d'accord?
puisque, toujours pareil, PQ est orthogonal à MEK, PQ est orthogonal à MEK, et on a appris dans le cours que si une droite est orthogonale à deux droites séquentes d'un plan, donc elle est orthogonale au plan lui-même, voilà. Donc voilà, c'est utiliser les propriétés du cours basique, d'accord? Montrer que MN et PQ sont orthogonales, pareil, hein, d'accord? Pour le petit 2, pour montrer que les arêtes MN et PQ sont orthogonales. On a démontré au 1 petit b, d'accord, que PQ est orthogonal à MNK, donc bien sûr à toute droite encore du plan. Donc 2 et 1A, c'est pile le même théorème. Donc en gros là, on utilise 3 fois le même théorème. Ok? Une droite est orthogonale à un plan, si elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan, et si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toute droite du plan. Un truc qu'il faut savoir. Et au petit grand C, il y a une application. Alors l'application, elle est débile. En fait, on donne des points dans un repère orthonormé. On vous dit, ok, est-ce que le tétraèdre est orthocentrique? Mais le mot orthocentrique, il est défini clairement. On explique juste avant ce que ça signifie. D'accord, on dit que deux arêtes sont opposées lorsqu'elles n'ont pas de sommet en commun. Bon, ça c'est pour comprendre ce que veut dire arête opposée. Et orthocentrique, ça veut dire que les arêtes opposées sont orthogonales 2 à 2. Donc on va juste faire un petit produit scalaire là, avec les arêtes opposées et voir si ça fonctionne. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc on en teste deux, si ça ne fonctionne pas, boum, il est orthocentrique. Si ça fonctionne, il faut tester les autres. Voilà, il n'y a aucune difficulté. Aucune difficulté. D'accord? Aucune difficulté. On arrive à l'exercice 4 sur les complexes. Alors pareil, c'est un classique, dans le sens où on a le fameux mélange complexe et suite, d'accord? Le fameux exo complexe et suite dont on savait qu'il allait tomber, d'accord? Voilà, on savait qu'il allait tomber. Alors, le 1 petit a, donc le 1 petit a, il faut vérifier que blablabla est égal à ça, donc il suffit de développer la forme expo du complexe là, en passant par la trigo, et on y tombe dessus, c'est nul. Le 1 petit b, en déduire l'écriture de chacun des nombres z1, z2, z3 sous forme expo, bon, ouais, c'est pareil, il suffit de prendre l'expression de l'énoncé, il n'y a aucune difficulté, hein. Vous avez zn plus 1, d'accord, qui est égal à blablabla de zn, donc c'est-à-dire que z1 est égal à blablabla de z0, etc. On remplace, on y tombe dessus, d'accord? Et pareil, on arrive donc à Z3 imaginaire pur, il n'y a aucun souci. Représenter les points, alors c'est un peu chiant à faire, mais pour représenter les points, on avait quand même une possibilité très rigoureuse de les placer, d'accord? Pour les élèves qui sont à l'aise, mais c'est pas pour les élèves, il fallait être à l'aise entre la forme expo, la forme algébrique, etc., pour les placer correctement, il n'y a aucune difficulté. Au 2 petit a, il y a une récurrence à faire immédiate, aucune difficulté. Le petit b, on vous dit que U de n, c'est le module de Zn, ben, il suffit d'aller chercher le module de Zn, et on voit de suite, hein, c'est immédiat. Hein. C'est 8 fois racine carrée de 3 sur 2 à la puissance n, c'est donc une suite géométrique, etc. Hein. Donc c'est immédiat. Alors le 3a, j'ai envie de dire, il suffit de le faire, d'accord? C'est du calcul. Alors c'est du calcul de niveau 3e, mais on sait que les élèves de terminale S ont du mal à calculer, hein, d'accord? Mais il n'y a pas de difficulté, aucune difficulté. Quant au 3b, parce que dans la pétition, il paraît, enfin, moi je viens de Russie, je ne sais pas trop, hein, mais il paraît qu'on a dit oui, c'est hors programme, on parle de ligne brisée. Alors le mec qui est complètement abruti quand même, pour pas comprendre que quand on a ça, c'est une ligne brisée, il faut qu'il fasse même pas CAP couture, lui il fait CAP jonglerie. Paf, paf, ça c'est pour l'effort. Ensuite, autre chose aussi, en fait, les terminales, il faut arrêter de faire des pétitions, parce que déjà que le niveau en S est inexistant en mathématiques, le fait de faire une pétition, ça vous renvoie à un rang de primate, quoi. Si vous voulez arrêter, vous ridiculisez encore plus. Arrêtez les pétitions, hein, par pitié pour vous. Ouais, c'est pour vous que je dis ça, hein, parce que vraiment ça la fout mal. Ouais, déjà que le sujet est nul, alors si en plus vous faites une pétition, parce que ce qu'il faut quand même savoir sur cette question, qui est la dernière petite question, qui a dû poser problème à beaucoup d'élèves, bien sûr, parce que le niveau est inexistant et que les élèves révisent mal, il faut savoir que cette question est déjà tombée. C'était déjà dans une annale, donc c'est pas un scoop cette question. On l'a déjà vu. Et le mot ligne brisée, pareil, on l'a déjà vu. Hein, d'accord? Donc, aucune surprise dans cet exercice. Oui, il y a un peu de calcul, un peu de manipulation. Oui, les élèves n'aiment pas trop ça. Et oui, il va faire des dégâts à cause du niveau. Mais il n'y a aucune difficulté dans cet exercice-là. Donc, si on résume la situation, on a un exo de fonction sur 6 points. Proba sur 4 et 5 et 5, d'accord? Donc si je suis gentil, imaginons que là on n'est que 8 et là la moitié des points, ça nous fait 13, d'accord?
Donc ça veut dire qu'entre 13 et 15, un élève qui a 13 ou 15, il est en grande difficulté en mathématiques, car j'ai enlevé la moitié des points d'un exo d'espace et de complexe, ce qui est grave bien sûr. Hein. Donc en fait, ça veut dire qu'un élève qui aurait 13 ou 15 en maths, en terminale S au bac, serait en très grande difficulté en mathématiques. De toute façon, le bac, c'est comme le brevet. L'élève qui n'a pas 18 à l'épreuve finale, ça veut dire qu'il a une difficulté en maths. Hein, c'est clair et net. Hein. Il faut au moins avoir 18 pour se dire, ok, là on a peut-être un élève qui a des capacités en mathématiques. D'accord? Alors après, il y a l'exo de SP. Alors évidemment, l'exo de SP, il peut être un peu plus délicat, mais ça se comprend aussi. Hein, c'est l'exo de SP. D'accord? Donc la partie A, la première question est faisable par un élève de 3e. Il suffit de trouver une couple solution. Alors évidemment, il y a un 0 qui est immédiat. Il y a 3 et 1 aussi. Parce qu'on voit que 9 moins 8, ça fait 1. Hein? Voilà, après il y a une deuxième question où il faut faire une récurrence, où il n'y a pas de difficulté dans la récurrence, attention, hein, simplement il y a du calcul là, par contre, d'accord? Donc là en termes de calcul, pareil, ça a pu poser des problèmes aux élèves, mais il n'y a pas de difficulté. Le petit b, pour montrer que cette suite xn est croissante, ben, il fallait plutôt travailler sur la différence, hein, montrer que la différence était positive, donc l'exprimer par rapport à ce qu'on avait au petit a, et on y tombait facilement dessus, il n'y a pas de problème. Et le 3, c'était la combinaison des éléments d'avant qui nous a mené à dire qu'il y avait une infinité de solutions. Alors la partie B, c'est pareil, c'est-à-dire que les élèves qui pleurent en disant oui, alors c'est pas du programme, qu'est-ce que c'est ce truc, ils nous parlent de nombres puissants, mais c'est pas une nouveauté au bac, mais même au brevet, si vous voulez, c'est dans l'esprit des sujets, alors qu'ils sont très simples, d'avoir des thèmes qui ne sont pas du programme, mais on vous dit ce que c'est. D'accord? C'est comme si au brevet, des fois il y a des élèves qui sont évalués sur une formule, d'accord? Et là, bien sûr, c'est pas du programme la formule qui travaille, mais il n'empêche qu'il faut l'appliquer, voilà. Et il n'y a pas de pétition pour le brevet, vous voyez? Bon. Donc là, c'est pareil, c'est voilà, un exo sur le nombre puissant, on vous rappelle la définition, et il y a 4 questions plus ou moins faciles. Alors le petit 1 est facile quand même, il faut vérifier qu'il existe deux nombres entiers consécutifs inférieurs à 10 puissants, donc si on n'est pas trop con, comme ils sont consécutifs et plus petits que 10, on teste 8 et 9, et en plus c'est immédiat. Hein, immédiat parce que 8 on percute que c'est 2 au cube, et 9 c'est 3 au carré. Donc ça veut dire qu'un nombre premier qui divise 8, bien sûr c'est 2, et un nombre premier qui divise 9, bien sûr, c'est 3. Et c'est puissant si p carré divise n, on voit bien que 4 divise 8, et que bien sûr 9 divise 9, donc on a trouvé nos deux nombres consécutifs par en testant rapidement, c'est immédiat, ça se voit. Hein, il faut percuter, les élèves qui viennent à CD Maths, ils savent qu'il faut percuter. Le petit 2 montrait que A2, B3 est un nombre puissant. Bon, mais là, il faut travailler par disjonction de cas, c'est-à-dire que si bien sûr on a un nombre premier qui divise ce nombre petit n, c'est qu'il divise soit A, soit B, et donc il faut tester en divisant soit A, soit B. Je vous rappelle que si un nombre divise A, c'est qu'il peut s'écrire sous la forme A fois K, et s'il divise B, c'est qu'il peut s'écrire sous la forme B fois K', et après on rentre ça dans l'expression de n, on arrive au bout. Hein. Le 3 montrait que si x, y est une solution 2, alors x carré moins 1 sont consécutifs et puissants. Alors le côté consécutif, bien sûr, c'est immédiat. Bien sûr que x carré est consécutif à x carré moins 1, et le côté puissant, ben, il faudra le tester sur x carré, d'accord, de façon analogue à ce qu'on aurait fait ici. Quant à x carré moins 1, il faut juste percuter sur l'équation de départ qui était x carré moins 8y carré égale 1, donc ça veut dire que x carré moins 1, bien sûr, égale 8y carré, et 8 c'est 2 au cube. Et donc on reconnaît une forme A2B3, et on vient de dire que c'était puissant. Hein, voilà. Bon voilà, c'est beaucoup d'observations en fait, hein, voilà. Et conclure quant à l'infinité, pareil, dans la question 4, c'était un résumé de tout ce qu'on a fait avant, qui impliquait qu'il y avait donc une infinité de solutions. Donc en fait, un exercice de SP où j'ai envie de dire, il y a très peu de notions de terminal dont on a besoin, mais c'est pas une nouveauté, ça en fait un exercice très proche, très proche, de l'exercice de l'an dernier. L'exercice de l'an dernier, c'était le même esprit. Donc ça, si vous voulez, ça ne doit pas décontenancer les élèves d'avoir ça, parce que ça tombe au bac, on le savait. Hein, voilà. Donc au final, ça fait un sujet classique qui tombe habituellement, qui de toute façon va être surnoté. Je suis en train de vous dire qu'un élève qui est en très grande difficulté en maths peut avoir entre 13 et 15, hein, d'accord? Après, c'est sûr que ceux qui sont en SP maths, alors eux, c'est sûr qu'ils ont un problème parce qu'ils ont l'exo de SP qui est
sur 5, mais l'exo de SP, on vient de dire que la partie A était quand même facile. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté majeure dans ce sujet. Arrêtez les pétitions. Je vais reprendre un billet d'avion et retourner en Russie, car vendredi, les gars, vendredi à 16h, il y a le match contre l'Uruguay. Donc il faut absolument que je reprenne l'avion. Voilà, donc un sujet classique, pas d'affolement, aucune pétition à avoir. Il faut augmenter le niveau des élèves, oui, avec des profs qui envoient la sauce. C'est ça le problème, c'est qu'on a une pénurie de profs. Je vous laisse. Attention, allez la France. Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, on va la gagner chez toi. Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, on va la gagner chez toi. Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, on va la gagner chez toi. Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, on va la gagner chez toi.